Mon nom est Blaise Arbouet. Je suis cofondateur de Haïti CyberCon. C'est une conférence qui spécialise sur la sensibilisation à la sécurité en Haïti. Mais la région Amérique latine et Caraïbes nous intéresse beaucoup aussi. Enfin, on dit toujours le lac. Je suis aussi cofondateur d'une entreprise de services en consultation qui donne des services en sécurité informatique. Euh, je suis content d'être avec vous aujourd'hui, surtout pour parler de cybersécurité, un sujet particulier, la prévention des risques. Et puis là, je vous cache pas, je viens à peine de gérer un des risques parce que pendant 1 heure et demie, on a coupé le courant dans mon secteur, donc j'ai failli ne pas être le modérateur, donc parce que tout simplement, j'avais pas un plan B pour dire est-ce que j'ai un fournisseur qui me coupe mon accès à Internet, j'aurais un autre pour prendre le relais. Est-ce que aussi j'avais du courant de survie par rapport à un UPS? J'en avais pas, donc ça a marché juste à la dernière minute. Donc je trouve ça quand même c'est important de parler de ça juste en introduction. Donc un peu de mots sur l'activité qu'on aura aujourd'hui. Euh, Tout d'abord remercier Petit Fosta qui a fait appel à moi pour modérer ou animer ce panel ou cette table ronde. Je vais juste faire une petite intro là pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Mais pour être sûr que tout le monde est là, peut-être que je peux juste parler d'un truc que j'ai vécu quand j'étais en Martinique, Guadeloupe. Ça fait peut-être 15-20 ans. Est-ce que la cour est là? Oui, Oui, la cour est là. la cour est là. Cool. OK. Voici tout de suite mon intro. Euh, je vous lis rapidement une petite intro que j'ai préparée. À l'heure où les acteurs malveillants peaufinent leur attaque pour avoir accès au réseau et au système, prévenir ce risque dans les organisations n'est pas une tâche facile. C'est devenu encore plus compliqué avec le télétravail qui prend beaucoup de place dans les organisations. Par définition, on dit que le risque de cybersécurité, c'est la probabilité qu'une menace exploite une vulnérabilité. Cela cause beaucoup de dommages aussi à l'organisation. Mais quelles sont ces menaces auxquelles les organisations font face? Et quel est aussi le degré de criticité de ces failles ou de ces vulnérabilités informatiques? Pour mettre un peu plus de chiffres dans notre dossier, je suis sûr que vous connaissez tous l'ENISA, qui est l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. Cette organisation fait à tous les ans, à chaque année, un portrait, dresse un rapport avec, fait un rapport où il dresse un portrait des cybermenaces les plus en vogue au niveau mondial. Et puis, ils ont découvert que pour le rapport 2020, là, les attaques les plus courantes sont les logiciels malveillants, sûrement qu'on va débattre dans notre sujet d'aujourd'hui. Il y a aussi les attaques sur les sites web, les tentatives d'hameçonnage très en hausse, les spams, les attaques par de service et juste pour terminer, pour parler des attaques au rançongiciel qui a pris aussi une hausse incontournable ces derniers. Donc, pour nous aider à démêler tout ça, on a autour de cette table virtuelle, là, j'appelle virtuelle parce que j'aurais aimé quand même qu'on soit tous ensemble dans cette salle-là, trois experts. On a Jean-Michel Pater, Laini Cultier et Willy Kamalet. Vous m'excusez pour les prononciations, je m'habitue. Donc, je ne vais pas tarder à les laisser d'abord se présenter et puis faire un exposé autour de notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la cybersécurité, prévenir les risques. Ensuite, autour du temps qu'on aura, déjà pas beaucoup là, on va essayer de débattre quelques enjeux pour ensuite proposer quelques pistes de solutions et pourquoi pas répondre aux questions des participants. Donc, je pense qu'on est bien parti et puis on va accepter ou suivre les présentations dans l'ordre. On commence encore avec Jean-Michel Pater, suivra Laini Cultier et Willy Kamalet. Oui, bonjour. Donc, Jean-Michel Pater, je suis gérant de SI Consulting, un cabinet de services et conseils en cybersécurité et protection de données. J'ai aujourd'hui, ça fait maintenant 20 ans que je travaille dans l'informatique, 10 ans passés sur la cybersécurité et 7 ans sur la protection des données personnelles. Donc, j'ai créé deux SI pour pouvoir accompagner les sociétés dans la mise en place et le pilotage de leurs programmes cyber, afin de justement se protéger contre les cybermenaces. Je suis aussi membre fondateur
du Club de la sécurité des Caraïbes, donc le CLUSIR, instance régionale, instance locale du CLUSIF, le Club de la sécurité français. Club qui a pour objectif de sensibiliser les dirigeants sur les problématiques liées à la cybersécurité, produire de la documentation, des guides pour implémenter des solutions, implémenter des bonnes pratiques et à grande échelle sensibiliser, former les membres du CLUSIR. Enfin, je suis responsable de la cellule cybersécurité de l'UDM-EDF qui, pour ses adhérents, a le même objectif, donc sensibiliser les adhérents à la cybersécurité, mais aussi les mettre en relation avec les acteurs qui sont présents localement afin que ces derniers puissent les accompagner. Donc voilà globalement en fait ce que je propose en fait et les associations avec lesquelles je travaille. Vous avez oublié dans votre présentation Luc Bestory qui est le RSSI d'Orange. Complètement désolé, Luc. Je pense que je l'avais dans ma liste, mais je n'ai pas eu la confirmation. Probablement, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis à la dernière minute. J'avais le nom en tête, mais je n'étais pas sûr. Je suis désolé quand même. On a quand même le temps de se reprendre. Merci, Jean-Michel, de rectifier aussi. Donc, en termes d'excuses, je vous donne la parole tout de suite en deuxième position. Bonjour à tous. Donc, je suis Luc Bestory. Je suis le directeur de la sécurité, de la privacy et de l'infogérance pour Orange aux Antilles-Guyane. Donc, je suis sur le domaine depuis aussi une dizaine d'années. Et l'objectif aussi pour nous aujourd'hui, c'est d'échanger sur la cybersécurité. Alors, on parle aujourd'hui de cybersécurité, mais globalement, on parle plus ou moins de sécurisation du système d'information. Et je pense qu'à travers ce débat-là, l'objectif pour nous tous, ce sera de donner, bien entendu, aux différents interlocuteurs la parole, mais d'expliquer aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, aux PME, comment, et bien entendu aux grandes entreprises, comment sécuriser leur système d'information. Il y a des experts autour de la table, donc ils ont un rôle à jouer. Il y a des grandes entreprises aussi qui permettent aussi, en fonction du chiffre d'affaires et en fonction de la volumétrie du risque à courir, parce que lorsqu'on parle de cybersécurité, lorsqu'on parle de protection des données, tout dépend de qu'est-ce qu'on veut protéger. Et c'est comme tout, lorsqu'on prend une assurance, on prend une assurance en fonction des biens qu'on souhaite protéger. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler et surtout de donner des pistes concrètes aux TPE, aux PME et aux entreprises pour pouvoir améliorer la sécurisation de leur système d'information. Je ne sais pas c'est qui le suivant. C'est Laïni. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ok, super. Donc, je suis Laïni Cultier, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis actuellement à Paris et je travaille depuis 20 ans. Je suis ingénieure de formation en informatique et depuis 20 ans dans le domaine de la cybersécurité. Ce n'était pas encore à la mode il y a 20 ans, mais maintenant, ça a explosé. Et je suis dans une entreprise qui s'appelle Thales, où je suis actuellement en charge d'activités d'identity et access management. Donc, ravie d'être là et d'apporter effectivement mon feedback, mes retours, mes rétex par rapport à ce qui se passe chez les clients. Et c'est vrai qu'il y a actuellement une actualité importante donc, dans le domaine des ransomware, de diverses cyberattaques. Donc, on aura l'occasion d'en parler et avec plaisir aider les entreprises, PME ou simplement des acteurs un peu plus petits. Il y a des moyens simples de se protéger. Il n'y a pas besoin forcément d'investir des millions pour se protéger. Il y a aussi des bonnes pratiques et on échangera sur tout ça tout à l'heure. Et en plus de mon activité cyber au sein de Thales, je suis présidente et cofondatrice d'une association pour pousser les jeunes filles à aller dans les sciences et dans la cyber également. Voilà, je passe la main. Bonjour à tous, Willy Kamalé, donc je suis consultant en cybersécurité. Donc, j'interviens dans l'accompagnement des entreprises justement pour la mise en place des bonnes pratiques de cybersécurité. Et j'interviens également dans la formation professionnelle pour justement former les employés et les sensibiliser donc, à la cybersécurité. Et donc, c'est de faire plus de la sensibilisation et vulgariser un peu les choses de façon à que demain, on puisse avoir des salariés qui sont tout de suite au niveau du système d'information en prise avec les outils et qu'ils aient justement
les bons réflexes, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien aujourd'hui que c'est un peu là où pêche la cybersécurité. On a beaucoup d'outils, mais on a encore des personnes qui n'ont pas les bons réflexes. Donc, je pense qu'on aura besoin d'en discuter sur justement cette sensibilisation, aussi bien du chef d'entreprise que des employés. Parfait. Donc, comme j'avais dit tantôt, c'est que on va pas concentrer le débat exactement sur un sujet en particulier, parce que quand on parle de cybersécurité, c'est un ensemble de choses. Là, il y a les politiques, les outils. Moi, j'aime bien. C'est pas un triangle, hein, comme en sécurité, on parle de confidentialité, disponibilité et intégrité, le CIA en anglais. J'aime aussi ce deuxième triangle qu'on utilise beaucoup en sécurité pour parler des processus, des gens et les outils, ce qu'on appelle le PPT, le People, Process and Technology. Donc, vous allez voir autour de cette table ronde qu'on a déjà commencé, les sujets qu'on va travailler. Donc, tout va tourner autour de ces trois grands éléments-là, de ces trois grands piliers-là, parce qu'en sécurité, on ne peut pas laisser à côté les utilisateurs. Les utilisateurs, ça suffit pas non plus pour aider à la sécurité, parce que aussi, il faut des investissements dans les outils. Les politiques et les processus, c'est important aussi, parce que ici, dans le thème, là, on parle de prévenir les risques. Donc, si une organisation n'est pas en contrôle de ces risques, ne fait pas une bonne gestion des risques, ne connaît pas vraiment les actifs qu'elle aura à protéger, donc ça va être un peu plus difficile. Donc, si je commence tout de suite à vous, mes chers panélistes, à un portrait intéressant par rapport à un nouvel enjeu qui est créé, moi, l'expérience que j'ai eue 3-4 ans de cela, par exemple dans une organisation pour laquelle j'ai travaillé, c'est que le télétravail n'était pas supporté. C'est-à-dire, pour eux, à cette époque-là, c'est que les gens, il fallait qu'ils soient au bureau pour contrôler ce qu'ils faisaient comme travail. Et les outils étaient concentrés bureau. Maintenant, avec le télétravail, qui prend beaucoup de place dans les organisations, pratiquement toutes les organisations vont de plus en plus vers le cloud. Donc, ce que j'aurais à vous demander, c'est me parler un peu, par exemple, que ce soit de votre expérience ou de ce que vous pensez qu'en tant qu'expert en cybersécurité, c'est quoi les risques qu'apporte le télétravail et est-ce que vous avez des exemples à nous citer? Donc, je vous laisse la balle, là, comme je vous dis, et on n'a pas de réponse exactement concrète, donc je vous laisse la balle et puis après, on développera sur les autres thématiques les plus intéressantes possibles. Alors, si je peux commencer. Merci. Le télétravail, en fait, aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils qui permettent voilà, de se connecter au système d'information, d'organiser des réunions comme si on était au bureau. Ces outils existent depuis longtemps. Hein. Et simplement, ils n'étaient pas utilisés parce qu'en effet, la politique télétravail dans les entreprises n'était pas forcément développée. Comme je le disais récemment, du jour au lendemain, avec le Covid, on a dû changer les pratiques et se connecter de la maison pour pouvoir travailler. Donc, les utilisateurs ont commencé à se connecter d'abord en VPN, ensuite avec des mécanismes de zéro trust, on a pu changer aussi l'approche pour la connexion aux outils. Le SaaS, effectivement, avec le cloud, les outils qui sont disponibles sont, ça se développe, mais c'est quelque chose qui est plutôt nouveau. Ça fait maintenant 1 an qu'on voit un peu des pratiques changer, apportant aussi avec de nouveaux enjeux pour les entreprises, puisque pour les RSSI, les DSI, le périmètre de l'entreprise il s'est élargi, de nouveaux risques. Et pour les personnes qui se sont trouvées à travailler chez elles, elles ont dû aussi gérer des choses qu'elles n'avaient pas à gérer. Quand on est dans les bureaux, on n'a pas à se dire, voilà, mon poste de travail, peut-être que les enfants ils vont pouvoir jouer dessus. Il faut que je fasse attention à ce que j'utilise sur mon poste parce que je n'ai pas forcément les outils qui sont disponibles au bureau, des proxys, etc. Donc voilà, la gestion du nomadisme, c'est un vrai enjeu. Alors par rapport à ce que M. Pater vient de dire, effectivement, en fait, le télétravail, à mon sens, n'a pas rajouté forcément des risques supplémentaires. Par contre, comme on s'est retrouvé dans une situation où on avait besoin de travailler à distance, donc certains outils, certains usages ont changé. Mais la base de tout ça, je suis un truc très schématique. La base de tout ça, c'est la clé. Quand vous quittez votre maison, vous fermez votre maison à clé et vous vous assurez que personne ne peut rentrer.
La révolution numérique nous a apporté de nouveaux éléments. Ça veut dire que de plus en plus d'outils ont été numérisés. Donc effectivement, ça a permis et ça a explosé pendant le Covid. Donc les utilisateurs se retrouvent à distance, en nomadisme, à pouvoir travailler sur tout le système d'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base de tout, quelle que soit l'entreprise et même le particulier, ce sont ses accès. C'est pour ça qu'on parle souvent d'identifiant, login, mot de passe, et on dit aux gens, attention, vos identifiants, votre login, votre mot de passe, ne les cédez pas, ayez des mots de passe robustes. Pourquoi? Ben, l'objectif, c'est juste de dire, c'est la clé de votre maison, c'est la clé de votre système d'information. Donc, si vous distribuez, vous diffusez, vous ne sécurisez pas votre mot de passe, c'est comme si vous donnez à quelqu'un les clés de votre maison. Donc, il faut aussi, et je crois qu'il y a une collègue qui en a parlé tout à l'heure, il faut aussi qu'on sensibilise l'utilisateur. C'est vous qui en avez parlé. L'utilisateur, c'est la clé de tout. Et l'utilisateur, à un moment donné, lui faire comprendre que, attention, quand vous avez un login, un mot de passe pour accéder à une application, à un système d'information, eh bien, la sensibilité, elle est énorme. Ça veut dire que vous devez changer vos mots de passe régulièrement. Vous devez vous assurer qu'ils sont suffisamment robustes pour éviter qu'il y ait une intrusion via ce système d'information. Et par-delà de tout ça, on a parlé beaucoup des logiciels qu'utiliser. C'est pour ça aussi qu'on conseille aux entreprises acheter des logiciels. Achetez vos logiciels, c'est des éditeurs, parce que derrière, ça vous assurera une mise à jour de ces logiciels, ça vous assurera aussi toutes les vulnérabilités qui seront identifiées, qui seront corrigées. Donc, il y a deux clés, l'utilisateur, la sensibilisation, la gestion des mots de passe, la gestion aussi, alors c'est ce qu'on appelle des pratiques de base, mettre en place une vraie politique de changement des mots de passe, une vraie politique de mots de passe robustes et s'assurer aussi que les outils qu'on apporte dans l'entreprise, ces outils-là, ce sont des outils où il y a derrière un suivi et surtout qu'on a des éditeurs qui vont faire les mises à jour des patchs de sécurité liés à tout ça. Si je peux compléter, en effet, il y a, alors vous avez parlé de la politique de mots de passe, mais le véritable enjeu, c'est la gestion des identités et des accès. Tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir proposer aussi aux utilisateurs des mécanismes qui vont, avec des solutions de fédération d'identité, leur permettre de se connecter aux différentes solutions de manière sécurisée, tout en appliquant la politique de mot de passe de l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement très important. Et d'ailleurs, on a une collègue qui est sous le plateau, qui est sur Paris. Je crois qu'elle travaille sur, il me semble, du SOA. Tout à fait. Et je pense qu'elle va pouvoir nous donner un peu plus d'informations et de précisions sur le sujet. Exactement. J'allais lui demander de rebondir là-dessus exactement, parce qu'elle a parlé tantôt dans son introduction de GIA. Tout à fait. Donc, tout d'abord, le Covid, effectivement, a accéléré le nombre de connexions à distance. Avant, dans l'ancien modèle, on se connectait, il y avait quelques utilisateurs qui faisaient du télétravail de temps en temps. Et le nouveau défi pour l'entreprise, compte tenu de l'explosion des utilisateurs qui travaillent depuis chez eux, c'est de savoir un directeur d'entreprise ou un RSSI a besoin de savoir à un instant T qui accède à quoi, quand et comment. Donc, ça, c'est déjà une priorité. Pour faire ça, il y a des outils, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais des outils d'identity et d'access management qui permettent à un instant donné de savoir quel utilisateur accède, est-ce qu'il a le droit d'accéder. Donc, il est important que les entreprises se dotent d'outils efficaces qui permettent de contrôler tous ces accès. Et le fondement principal, Monsieur Pater parlait tout à l'heure du Zero Trust. Le Zero Trust, c'est un ancien principe, c'est pas nouveau, ça fait 10-15 ans qu'on en parle. L'idée, c'est du basique, c'est ne jamais faire confiance et toujours vérifier. Avant, il y avait d'autres technologies, des pare-feux, on se disait, je mets une barrière autour de ma maison et comme ça, personne ne peut rentrer. Sauf que maintenant, pour donner toujours une image, un drone, un avion peut rentrer. Donc, même si tu mets ta petite clôture, c'est fini, on va rentrer. Donc, il faut que les entreprises, effectivement, appliquent déjà
des principes basiques du Zero Trust, c'est ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Petit 1. Petit 2, se doter d'outils de gestion des identités et des accès qui permettent de savoir ce que font les utilisateurs. Troisièmement, je reviens sur la notion de mot de passe. C'est vrai que les mots de passe, on en parle beaucoup, sauf qu'il y a une problématique avec les mots de passe. Un des intervenants parlait tout à l'heure du fait que les utilisateurs, ils s'échangent les mots de passe. Les mots de passe, c'est dangereux. Un mot de passe, tu peux le noter. D'ailleurs, on a vu dans l'actualité il y a quelques mois, à une réunion importante, je crois que je ne sais plus dans quel organisme mondial c'était, un politicien a écrit son mot de passe et l'a posé sur son mur, et un journaliste a filmé et a vu le mot de passe et s'est connecté. Donc, il y a aussi une problématique auquel les entreprises doivent vraiment réfléchir, c'est les mots de passe de toute façon vont disparaître. Il y a de nouvelles technologies, notamment FIDO, qui permet justement de s'affranchir, on appelle ça le passwordless. On devra s'affranchir des mots de passe parce que les mots de passe, ce n'est pas la panacée. Il y a de nouvelles technologies qui permettent de s'affranchir de tout ça. Et voilà, on pourrait parler pendant longtemps, je ne vais pas monopoliser, mais en tout cas, en résumé, c'est premièrement appliquer des principes de zéro trust, ne pas faire confiance. Deuxièmement, se doter à minima d'un outil de gestion des accès et des identités. Voilà. Je ne sais pas si Willy va ajouter quelque chose, sinon, Willy? Alors, je pense que les entreprises n'étaient pas vraiment prêtes au télétravail et on a vu se mettre en place pas mal de partage collaboratif, des drives un peu en pagaille. Et je pense que le but était vraiment de partager l'information, quitte à qu'elle ne soit pas sécurisée. Et c'est ça aussi, je pense qu'il y avait peut-être des bonnes pratiques qui n'ont pas été respectées parce que dans l'urgence, on a fait un peu tout et n'importe quoi. Et c'est ce que moi j'ai pu voir au niveau du télétravail, c'était vraiment, tout a été fait dans l'urgence. Et on voulait continuer à travailler, mais pas forcément en respectant les mesures de sécurité qu'on n'avait pas forcément en entreprise. Le but, c'était d'être efficace dans l'urgence. Et là, aujourd'hui, il faudrait revenir à quelque chose de plus normalisé et faire en sorte que de revenir en disant, bah voilà, il y a des bonnes pratiques, il y a effectivement des dispositifs qu'il faut mettre en place pour faire du télétravail correctement, mettre en place des VPN, des choses comme ça. Et il faut finalement qu'on revienne un peu dans les clous pour éviter effectivement que les attaques se perdurent dans le temps. C'est ça, tout à fait d'accord. Je sais que c'est juste un premier sujet et puis ça prend beaucoup de temps parce que en sécurité, c'est ça, exactement. Pendant qu'on travaille sur un enjeu et puis il est lié à un autre. C'est-à-dire là, on parle de télétravail, de risques liés au télétravail, on discute tout de suite, on parle tout de suite de risques liés au mot de passe. Et puis, je te rejoins là, Heidi, je crois que c'est Microsoft qui a sorti peut-être 6 mois un article pour dire que les mots de passe là, bientôt, ça va finir. C'est-à-dire, ça ne va pas être un enjeu pour les identifiants à rentrer dans les systèmes. Donc, je peux finir cette partie-là, clore cette partie-là pour dire cette problématique qu'on a évoquée par rapport au risque du travail, c'est lié pour les utilisateurs, pour les organisations aussi. C'est-à-dire, quand on parle d'outils de gestion de mot de passe, c'est valable pour un utilisateur, c'est valable pour chacun de nous, c'est valable aussi pour les organisations parce que tout simplement, si l'organisation ne prend pas en compte, ne met pas en place ces bonnes pratiques-là pour faire sa gestion de mot de passe, là, je vois dans le chat, il y a du monde qui envoie des outils pour les utilisateurs. Bon, en entreprise, on va avoir de moins en moins pour un utilisateur utiliser KeePass, par exemple. Il y en a d'autres outils un peu plus costauds que probablement l'AINI pourra plus élaborer, mais c'est un enjeu qui concerne les utilisateurs comme aussi les entreprises. Maintenant, je veux sortir un petit peu de ce enjeu-là pour parler de notre. Étant donné que c'est une conférence qui se passe en Guadeloupe, donc ça concerne quand même la région Caraïbe, je peux dire. Donc, je veux venir sur un autre enjeu qui concerne la sécurité au niveau pays, au niveau pays, juste pour voir exactement à quel niveau aussi que tout à l'heure qu'on disait que les entreprises comme les organisations ou les utilisateurs sont responsables, mais d'où ça aussi, c'est quoi la responsabilité aussi au niveau des dirigeants gouvernementaux. Maintenant, si je vous relate ce fait-là, c'est que beaucoup de pays dans la région
commence à travailler pour mettre en place des stratégies de transformation numérique qui incluent la cybersécurité comme aussi pilier intéressant. Maintenant, je trouve que vous connaissez chacun mieux la région comme moi. Est-ce que je peux vous demander comme question, et puis il va y avoir d'autres choses qui vont sortir là-dessus, est-ce que la région, je peux dire, ça inclut la Guadeloupe, est-ce que vraiment la cybersécurité est prise au sérieux dans la région? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des plans stratégiques au niveau, à haut niveau, là, c'est-à-dire au niveau du gouvernement pour que les réponses puissent être apportées quand il y a un système? Est-ce que les infrastructures critiques sont prêtes s'il y a une attaque? Je veux que vous élaborez un peu plus là-dessus par rapport à vos cas vécus et aussi à chacun de vos pays. Je vais être assez bref là-dessus. La réponse est oui. Alors, il y a quelques années, ce n'était pas le cas, mais on vient de le voir. On a ce qu'on appelle l'ANSSI en France, qui est l'Agence nationale de sécurité du système d'information. Et récemment, le gouvernement a donné plus de moyens à l'ANSSI et on voit aujourd'hui que le sujet est pris de manière globale et sérieuse au plus haut niveau de l'État, d'où les budgets qui ont été affectés à l'ANSSI par rapport au développement de la protection, de la cybersécurité. Et bien entendu, nous, aux Antilles-Guyane, on dépend du système national. Donc, effectivement, aussi, d'un point de vue global, c'est pris en compte. Maintenant, votre question était un peu plus précise en disant, OK, au niveau national, au niveau du gouvernement, c'est fait, mais est-ce qu'au niveau régional, aujourd'hui, on a une vraie politique pour pouvoir promouvoir ne serait-ce que la cybersécurité, les éléments de protection? Je vais laisser mes collègues y répondre. Parce que moi, j'ai pas l'impression aujourd'hui, en tout cas en parlant de la Guadeloupe, que c'est un sujet qui est traité au niveau qui devrait l'être, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont en cours. Alors, il y a des échanges aujourd'hui entre la région et le CLUSIR, sur un programme cyber. On est aujourd'hui avec Guadeloupe Tech. Il faut savoir qu'il y a une convention aussi qui est en cours de signature, une convention tripartite entre Guadeloupe Tech, le CLUSIR et l'UDMEDEF pour pouvoir justement développer les sujets cyber en Guadeloupe. Avec le CLUSIR, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire la même chose sur la Martinique. Et pour rebondir tout à l'heure sur ce que vous disiez sur l'ANSSI, donc on a effectivement l'ANSSI avec la loi de programmation militaire, la directive Nice, qui fournit un programme cyber. Au niveau Europe, il y a l'EU Cyber Security Act qui donne justement des pouvoirs à l'ENISA pour pouvoir décliner la directive Nice dans les États membres. Mais il y a un sujet qu'il ne faut pas oublier aussi, où dans la loi française, on a des obligations de sécurité, c'est le RGPD et son article 32. OK. S'il n'y a pas d'autres interventions au niveau panélistes, je peux... C'est quelqu'un qui veut réagir? Je pense qu'il y a effectivement des directives, vous les avez citées, mais après, c'est bien d'avoir des directives. Après, je pense que la question, c'est de savoir, est-ce qu'une entreprise, prenant le cas d'une PME, est-ce qu'elle est consciente, est-ce qu'elle a les budgets pour mettre en place la cybersécurité? Je pense que c'est aussi cette question-là. Donc, une entreprise d'une certaine taille, parce que le problème de la cybersécurité, c'est que ça ne rapporte pas. Donc, un gérant d'entreprise qui a 10, 20 employés, il va se dire, moi, ça ne me rapporte rien en fait. Et pourquoi je vais aller acheter tel ou tel logiciel? D'où l'importance de la sensibilisation, donc ce qu'on est en train de faire là. Et d'ailleurs, le président de la République, il y a quelques semaines, a effectivement renforcé et mis en place des budgets pour une prise de conscience et sensibiliser à tous les niveaux le fait que la cybersécurité, c'est un danger qui est réel, en fait, à tous les niveaux, que ce soit une entreprise de 1 à 100 000 personnes. Et il faut savoir qu'en 2021, ce n'est pas pour faire peur, mais il y a une évaluation qui a été faite. Il y aura plus de 6 000 milliards d'euros de dépenses dues aux cyberattaques. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a une prise de conscience
du danger de la cybersécurité et que ce n'est pas pour les autres. On voit dernièrement, il y a eu une attaque il y a quelques jours dans un pipeline aux États-Unis. Tout était l'arrivée de l'essence dans 5 États des USA était bloquée. Donc, dans les hôpitaux, on l'a vu, etc. Donc, à tous les niveaux, il est nécessaire que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Inde, et quel que soit le niveau de l'entreprise, de prendre conscience, en fait, de ça. Parce qu'il peut y avoir des théories, tu as la théorie et tu as la pratique. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'on applique bien ce qu'on dit de faire? C'est ça, en fait. Si je peux apporter un petit commentaire sur notre situation en Guadeloupe. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises locales, alors même si les budgets ne sont pas encore forcément débloqués sur cette question, sur ce sujet, je pense qu'elles ont compris une chose. C'est alors qu'il y a quelques années, on se disait, oui, mais la Guadeloupe, on est petit, on est une île, voilà, les entreprises, ce sont des TPE, elles n'intéressent pas. Ils ont compris qu'en fait, non, ce n'est pas forcément le cas, puisque en fin d'année 2020, il y a eu une grosse vague d'attaques en Guadeloupe, où certaines entreprises ont été victimes d'un ransomware. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des reportages, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus cette logique de se dire, voilà, on est à l'abri parce qu'on est en Guadeloupe. Après, vous avez dit quelque chose qui est vrai, et on se retrouve toujours dans cette problématique de dire on n'a pas de retour sur investissement de ROI sur la sécurité. Pour moi, c'est exactement la même chose que les assurances. Pourquoi on prend une assurance? On se dit, je prends une assurance parce qu'au cas où le risque devient finalement, la menace devient un risque et finalement on a une intrusion, je vais quand même faire en sorte de transférer le risque. Parce qu'il faut que les chefs d'entreprise, non seulement, il ne faut pas avoir peur de la cybersécurité, parce que par moment on a l'impression que c'est une contrainte, que c'est une crainte, c'est une peur et que ça coûte cher. Il y a des mesures très simples qu'il faut mettre en place de protection, on vient d'en parler, et ça, en fonction du niveau des moyens de l'entreprise. Un TPE, par exemple, une petite et moyenne entreprise, elle va mettre en place des mesures de protection liées à des accès assez limités. Une grosse entreprise va mettre en place ce qu'on appelle un centre opérationnel de supervision de la sécurité qui va lui permettre d'observer ce qui se passe sur son réseau. Mais il y a quand même une base pour tous. Et la base, c'est... Vous avez bien vu, on l'a dit, on l'a redit, c'est la sensibilisation. Sensibiliser les gens et les chefs d'entreprise en disant attention, il y a un risque, l'économie est en train de muter, donc on a une mutation économique, on a une révolution numérique qui n'est pas en marche, on la vit en ce moment. Donc ça veut dire que le business aussi, parce qu'un chef d'entreprise, lui, il va vous parler de chiffre d'affaires, de business. Et le business dépendra de plus en plus du numérique. Donc ça veut dire qu'il faut aussi mettre de plus en plus des mesures de protection par rapport à ce numérique. Et quand on dit, attention, il n'y a pas de retour sur investissement, mais le chef d'entreprise a le droit de dire, moi j'ai un risque qui est identifié, et un risque qui a 3 solutions. C'est où on le supprime, où on le réduit, ou on l'accepte en disant « je sais que je suis ce risque-là, mais je l'accepte », ou alors on le transfère, et ça peut être via des contrats, via des assurances. Mais être conscient du risque et de dire « j'ai pris conscience du risque et j'ai une action sur ce risque-là ». Et pareil, après, là on a parlé rapidement du contrôle d'accès, mais est-ce que vous avez des systèmes de sauvegarde pour si un jour vous êtes attaqué? On a parlé des ransomware. Est-ce que vous pouvez demain, si votre système est attaqué, repartir sur une autre base et ne pas payer une rançon, etc., etc. Donc le sujet, il est certes vaste, mais il y a des pratiques usuelles de base à sensibiliser, à expliquer l'utilisation d'Internet, l'utilisation des logins, des mots de passe, le paiement en ligne. Et je vais laisser les autres réagir sur le sujet. Oui, moi ce que je dirais, c'est que aujourd'hui, vous avez parlé de mesures simples. Il y a des guides qui ont été établis par l'ANSSI, donc le guide d'hygiène informatique, avec les bonnes pratiques de base en cybersécurité, qui ne nécessitent pas forcément toutes des moyens techniques importants à déployer. Hein. C'est de l'organisation, c'est de l'humain, la sensibilisation, avoir une bonne politique de mot de passe, avoir un plan de continuité d'activité. Aujourd'hui, on met des systèmes en place pour pouvoir reprendre son activité après un incendie. Mais pareil, l'informatique, il faut se dire,
On a besoin que notre activité continue, on a besoin de vendre, on a besoin de gérer nos clients. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ne pas être perturbé par un ransomware? Et quels outils, quels moyens on va pouvoir mettre en place pour pouvoir détecter des incidents? Puisque l'objectif, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est pour pouvoir résister à une attaque. Et pour résister à une attaque, il faut déjà pouvoir la détecter. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir détecter l'attaque? Comment on va pouvoir répondre à une attaque? Et c'est pour ça que ce qui est intéressant avec ce sujet-là, parce qu'on parle beaucoup des entreprises, mais en fait, l'utilisateur lui-même, il est concerné. Parce que on travaille tous dans une boîte. Oui, on se dit, non, ça ne concerne pas uniquement l'entreprise, ça concerne aussi notre vie privée. Aujourd'hui, on est chez nous, on a accès à pas mal de choses en ligne, d'achats en ligne, on utilise notre carte bleue, on utilise nos données personnelles. Et moi, quand j'entends les gens me dire « Ah oui, mais moi, j'ai rien à cacher », ah oui, c'est pas une question d'avoir quelque chose à cacher, parce que notre vie privée, nos données personnelles, aujourd'hui, ça a un coût, ça se revend. Donc, lorsqu'on va faire une usurpation d'identité, lorsqu'on va récupérer des données personnelles, il faut que les gens sachent que vos données derrière sont revendues à d'autres sociétés et il y a un business qui est aussi fait sur vos données personnelles. Donc, l'utilisateur doit comprendre que les bonnes pratiques, lorsqu'elles sont mises en place dans l'entreprise, eh bien, pour eux aussi, chez eux, il faut aussi les mettre en place. On ne va pas sur un site sans vérifier est-ce que ce site-là, c'est un site sécurisé. On ne met pas sa carte bleue sur n'importe quel site parce qu'il y a des risques d'usurpation de l'identité, de la donnée, de l'information et même de la fraude derrière. Donc le sujet doit être pris aussi bien au sein des utilisateurs, mais bien entendu des entreprises aussi. Oui, parce qu'en fait, on porte souvent l'attention sur les dirigeants, mais la sécurité, c'est l'affaire de tous. Exactement. Exactement, c'est l'affaire de tout le monde. Là, je compile beaucoup d'informations que vous avez évoquées là, mais je retourne encore sur ce point-là qui est difficile à faire accepter par les entreprises, les chefs d'entreprise, aussi au niveau pays. Là. C'est que la sécurité, c'est beaucoup de la cybersécurité, c'est beaucoup de la prévention. C'est-à-dire, c'est comme un investissement, en fait. Maintenant, si je remonte ce problème au niveau pays, par exemple, un pays en voie de développement qui ont de la difficulté à mettre les bases pour répondre aux services de base de la population, comment on peut parler de ce gouvernement-là de mettre en place des mesures de sécurité? Donc, c'est un peu plus difficile. Maintenant, juste pour terminer cette partie-là, parce que le temps file assez vite et puis on a d'autres trucs à voir ensemble aussi, comment on convainc une entreprise comme il a évoqué tantôt, la très petite entreprise qui n'a pas les moyens à mettre en place à faire une bonne gestion de risque par rapport à ses actifs? Il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. Dans un premier temps, quand vous dites un pays en voie de développement, mais en fait, c'est une économie qui est en train de monter en puissance. L'économie numérique, on voit bien, regardez bien dans tous les corps de métier, aujourd'hui, il y a une révolution numérique et il y a de la création de richesses et d'emplois. Donc, un pays en voie de développement, justement, devrait aller aussi vers ces secteurs-là innovants. Je pense que juste avant, il y avait l'intelligence artificielle. On parle de cybersécurité. Donc, quelque part, ça peut être aussi un levier de croissance, un levier de développement aussi pour le pays. Par contre, pour revenir à votre deuxième question, c'était à propos de comment convaincre le chef d'entreprise d'y aller. C'est une question de réputation. Imaginez qu'une entreprise, aussi petite qu'elle soit, qu'elle se fasse hacker et que ses clients retrouvent leurs données personnelles sur la place publique. Vous imaginez bien qu'en termes de confiance et d'image, ça aura un impact sur l'entreprise. Et la confiance, c'est tout dans l'économie. Aujourd'hui, que ce soit pour les investisseurs que pour les clients, s'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas d'économie. Donc, convaincre un chef d'entreprise, c'est de lui dire votre image, la confiance numérique, vous devez l'installer. Et vos clients viendront d'autant plus facilement chez vous s'ils ont confiance que... M. Pater a parlé de la réglementation générale sur la protection des données. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Mais un client, s'il sait qu'il vient chez vous pour un service et que les éléments qu'il vous fournit dans le cadre du service qu'il a besoin chez vous, que ces éléments-là sont utilisés uniquement à ces fins-là et qu'il n'y a pas de risque qu'on puisse lui voler son identité, voire qu'on puisse diffuser des informations personnelles le concernant, il y a une certaine confiance. Donc,
il faut aussi insister sur ça. L'image de l'entreprise et la confiance numérique est importante. Donc, c'est ça, c'est beaucoup sur l'impact réputationnel. Maintenant, si je termine cette partie-là en vous demandant, tout à l'heure, on avait évoqué les prestataires de services qui, par exemple, pour les très petites entreprises, là, ils n'ont pas les moyens de se payer un responsable informatique, donc il va chez un prestataire de services pour gérer son système d'information. Il y a aussi les grandes entreprises, étant donné qu'ils voient maintenant, ça devient difficile de supporter les attaques, comment on répond quand il y a un problème, comment on va payer, comment on va décider. Maintenant, il faut affaire à des assurances pour acheter une assurance cyberrisque en vue de se faire protéger. Maintenant, c'est compagnies d'assurance, comme aussi ces prestataires de services, malheureusement, ils ne sont pas épargnés. J'ai lu récemment plusieurs attaques où, malheureusement, c'est des cyberassurances, c'est des compagnies de cyberassurance qui se sont fait voler les données de ses clients. Comme aussi, j'ai lu la semaine passée un dossier, là j'ai oublié le nom de l'entité, je pense que c'est une compagnie de Guadeloupe, c'est un prestataire de services qui a eu son réseau impacté par un ransomware qui a été obligé d'arrêter la fourniture de ces services à ses clients. Maintenant, comment on gère tout ça par rapport à aller vers un prestataire de service? On ne peut pas le faire confiance à 100%, aller vers un cyberassureur et lui aussi qui ne peut pas donner la garantie de la protection des données et des renseignements. Alors, je veux bien prendre la main. Allez-y. Laissez Laïni. En fait, il y a, pour faire ton... Bon, on va parler d'une entreprise qui a quand même une certaine taille. Il y a l'ANSSI, en fait, a défini un certain nombre de certifications. C'est-à-dire que quand tu as, imaginons que tu veux faire appel à un prestataire de service, ce prestataire, il faut que tu t'assures qu'il a, on va dire, un tampon de l'ANSSI, qu'il peut réaliser. Je ne vais pas forcément rentrer dans la technique, mais tu as ce qu'on appelle les audits PASI. Tu as un certain nombre, si par exemple tu fais surveiller et monitorer tes alertes, tu dois t'assurer qu'il y a un certain nombre de certifications, que ton SOC, que ton Security Operations Center et PDIS, tu as ce qu'on appelle des certifications quand tu fais appel à un prestataire d'une certaine taille. Après, tout ça, ça coûte de l'argent. Mais moi, je vais penser aussi aux petites et très petites entreprises qui n'ont pas forcément la possibilité de faire appel à toutes ces sociétés de services. Il y a des actes simples qui permettent de se protéger. On parlait tout à l'heure de VPN. Avoir un VPN qui te permet quand même que tes données, tes communications soient chiffrées, c'est la base. Ça ne coûte pas très cher. Donc, en fonction, on le disait tout à l'heure, de la taille de ton entreprise, tu vas te doter des outils dont le prix est proportionnel à ce que tu peux investir. Mais pour rassurer les très petites entreprises, oui, il existe. Le VPN, c'est la base, mais il y a d'autres moyens. La base, les antivirus, bien évidemment. Et puis, tout simplement, la sensibilisation des utilisateurs. Un utilisateur ne peut pas, il faut qu'il soit formé pendant 1 à 2 heures de sensibilisation. Il ne peut pas mettre un post-it avec son mot de passe. Il faut que les mots de passe soient changés régulièrement, ainsi de suite. Donc, tu as des mesures en fonction de la taille et des moyens de l'entreprise. Je laisse la main à mes autres copanélistes. Après, je passais. Aujourd'hui, on a. Alors, ce sont des métiers qui sont nouveaux. Donc, effectivement, en termes de compétences et de connaissances, on commence à avoir de plus en plus d'acteurs formés. Il y en a sur ce plateau. Il y a des experts en cybersécurité qui vont accompagner les entreprises. Il y a de grosses entreprises qui peuvent aller directement, typiquement chez OBS, de bout en bout, clé en main. Ils ont une expression des besoins et on leur donnera de toute façon les éléments liés à l'expression de besoins et la prestation qui va bien. Mais il y a une question qui a été posée par rapport à comment on s'assure. Généralement, quand on travaille avec une autre entreprise, il y a ce qu'on appelle un contrat. Et aujourd'hui, il faut aussi s'assurer que les clauses
de sécurisation, de confidentialité. Vous avez parlé de disponibilité, parce qu'en fait, la cybersécurité, c'est quoi? C'est la disponibilité, c'est l'intégrité, c'est la confidentialité de ces éléments-là. Et si vous travaillez avec un prestataire, à un moment donné, vous allez établir un contrat. Et moi, je dis aux entreprises, attention, intégrer des clauses de sécurité, des clauses de sécurisation dans ces contrats-là. Parce que du coup, si demain, il y a une intrusion, il y a un problème, c'est votre contrat qui va faire foi pour que vous puissiez vous retourner, entre guillemets, et discuter avec votre prestataire sur le sujet. Donc ça aussi, c'est un élément à ne pas négliger. Intégrer dans les contrats des clauses liées à la cybersécurité. Oui, et pour compléter ce que vous dites, Luc, si on revient sur le règlement général sur la protection des données, il y a la gestion des sous-traitants. Donc, les prestataires avec lesquels vous allez travailler, dans la gestion des sous-traitants, on a la gestion du risque fournisseur. Qu'est-ce que vous mettez en place pour vous assurer que, justement, avec les clauses contractuelles, que votre sous-traitant il apporte des garanties suffisantes pour protéger les données que vous allez lui confier, ou bien dans le cadre de sa mission, qu'il aura, par exemple, si vous lui fournissez si vous lui transférez des données, que sur son système d'information à lui, ces données soient protégées. Donc tout ça, ça s'encadre par un contrat, mais ça s'encadre aussi par des questionnaires de sécurité, des audits aussi, les certifications qui ont pu être passées par le sous-traitant. Mais il y a une chose qu'il faut aussi noter, c'est que la sécurité, c'est pas une science exacte, c'est pas quelque chose qui est à 100% garanti. Vous allez mettre en place un certain nombre d'outils, mais derrière, vous pouvez, parce que voilà, les technologies évoluent, les techniques d'attaque évoluent, vous pouvez à un instant T avoir une défaillance. Et ce qui est le plus important, c'est de mettre en place des procédures, des outils pour pouvoir prendre en compte et détecter ces défaillances et pouvoir apporter des solutions très rapidement. Par exemple, vous avez un ransomware qui va venir chiffrer vos données. Derrière, le plan de sauvegarde, le plan de continuité d'activité va permettre de revenir à une situation, à la situation précédente où votre activité continue. En plus, lorsqu'on parle de cybersécurité, c'est vrai qu'il y a deux sujets. On parle de GDPR, enfin de RGPD en français. En fait, c'est une réglementation générale sur la protection des données. Elle est obligatoire. Ça veut dire qu'à un moment donné, les deux se rejoignent parce que dire je vais protéger mes données, mais en même temps, pour protéger mes données, il y a des clauses, il y a des règles à appliquer. Mais quand même, je dois quand même protéger mon système d'information parce que dans mon système d'information, j'ai forcément mes données. Donc à un moment donné, tout ça va se retrouver. Et M. Pater l'a bien expliqué. Il y a ce qu'on appelle le réglementaire. Donc, on n'a pas le choix. Donc, tant qu'à faire, je pense que c'est une aubaine pour la cybersécurité, pour les entreprises, cette contrainte, parce que ça reste quand même une contrainte pour eux, vu à leur échelle. Mais c'est très intéressant parce que ça va les obliger, ça va les permettre aussi de prendre le sujet et ensuite de mettre en place les mesures de protection. Parce que la sécurité, c'est protection, c'est sensibilisation, protection, détection et malheureusement parfois du curatif parce qu'il y a des attaques qui réussissent. Oui, et dernière chose, la sécurité, c'est aussi l'amélioration continue. Je pense que ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec un petit périmètre et le faire évoluer au fil du temps pour élargir le scope, le périmètre de couverture de notre système d'information. Tout à fait. Et il est vraiment important pour les petites entreprises parce que de bien leur dire, c'est pas... On a parlé des guides de l'ANSSI, on a parlé des éléments, il y a des éléments simples à mettre en place et mettez-les en place. Et ce n'est pas parce que vous les avez mis en place. Il parle d'amélioration, de boucle continue, de PDCA. On ne va pas rentrer dans des termes très techniques, mais l'idée c'est de dire, c'est pas parce qu'au mois de janvier vous vous êtes préoccupé de ça, de dire c'est bon pour l'année. Il faut que ça soit par trimestre, par semestre, en fonction des disponibilités et des ressources que l'entreprise a. Ok, je sais qu'on a déjà rentré dans les pistes de solutions sans même se rendre compte là, mais si je vous demande par exemple, là, par rapport à toutes ces cybermenaces là, tous ces enjeux qui concernent que ce soit les utilisateurs ou les organisations ou entreprises là,
quel genre d'opportunités vous voyez, étant donné on est quand même dans un forum sur l'entrepreneuriat, quel genre d'opportunités que vous voyez dans tout ça pour les jeunes, là, les jeunes entrepreneurs qui veulent développer leur talent, qui veulent monter une entreprise là. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous voyez pour eux comme opportunité? Alors, moi, je veux déjà parler de la formation de ces jeunes. On est en Guadeloupe. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, vous pouvez vous former sur la cybersécurité. Vous pouvez vous former à l'informatique. Moi, personnellement, j'ai fait le CNAM en cours du soir. Je suis arrivé à un bac plus 4 et après, bon, j'ai fait un master. Mais j'ai majoritairement tout fait en Guadeloupe. Après, vous avez, ça se développe de plus en plus des formations sur les sujets cybersécurité qui sont mises en place par les acteurs existants. Vous avez de l'e-learning. Vous pouvez vous former à la cyber. Après, en termes de chantier, de ce que les jeunes entrepreneurs peuvent apporter, il y a différents sujets. Vous avez effectivement la sécurité opérationnelle. Vous allez accompagner les entreprises à mettre en place des solutions comme des pare-feux, les outils de gestion d'identité. Après, on peut basculer sur la sécurité organisationnelle, sur le pilotage ou la gouvernance de la cybersécurité, où là, on a un axe plus stratégique, où on voit comment on aligne la stratégie cyber à la stratégie globale de l'entreprise. Et vous avez tout ce qui est sécurité défensive et sécurité offensive, où là, sécurité offensive, on va se positionner dans la peau d'un hacker pour voir quelles sont les vulnérabilités qui sont existantes sur un système d'information et comment on peut aider les entreprises à corriger ces vulnérabilités. C'est ça. Je sais, comme je vous avais dit, on déborde déjà là. Il est midi 57, donc dans 3 minutes, on devrait finir pour donner place aux autres panélistes là, sur un autre thème, un autre sujet. Si je veux terminer en proposant des solutions, je ne sais pas si, avant de finir, Willy Kamala, vous avez quelque chose à ajouter concernant tout ce tralala qu'on a passé en revue? Oui. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, je pense que maintenant, ils ont compris que la survie de leur entreprise nécessite de mettre en place des mesures de cybersécurité. Et je pense qu'il faudra bientôt dire que tous les chefs d'entreprise et les employés devront, à minima, par exemple, suivre les certifications comme pour les enfants. Donc, on a actuellement la certification PIX qui se déploie dans l'entreprise pour accompagner l'usage du numérique. Il y a un module, justement, sécurité et protection des données. Et je pense que ça serait une bonne piste pour faire en sorte que tous les employés et les chefs d'entreprise soient sensibilisés grâce à cet outil. Donc ça, c'est une plateforme qui se veut être aussi européenne. Hein. Ce sont des compétences numériques qui ont été identifiées. Et cet accent sécuritaire a été mis en avant par l'Union européenne. Et ça, je pense que c'est une bonne piste pour accompagner justement les bonnes pratiques au niveau des entreprises. OK. Donc, c'est ça. Pour les pistes, là, ce qu'on a, vous avez déjà pas mal tout couvert. Là, je ne vais pas faire de répétition. Donc, on voit quand même que les organisations, ils doivent être prêts pour trouver les ressources pour mettre en place une stratégie de cybersécurité qui est basée sur la connaissance des risques, c'est-à-dire si l'organisation ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut protéger, quelle est la valeur de ce qu'il veut protéger, donc ils ne sauront pas exactement combien ça va lui coûter et qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme contrôle. Il y a aussi le volet de sensibilisation des utilisateurs. C'est tellement important, on sait que c'est le maillon faible. Si l'utilisateur qui est dans l'organisation, c'est lui qui reçoit tous les jours, pas tous les jours, là, à toutes les secondes ou à toutes les minutes des courriels, et puis là-dedans, il y a des courriels qui c'est des cas d'hameçonnage, il n'est pas capable de l'identifier quand ça arrive, donc ça va être difficile pour lui. Donc, on ne fait pas la sécurité aussi, la cybersécurité, sans la haute direction, c'est-à-dire si vous êtes une boîte de 300, de 30, 40 employés, vous ne pouvez pas décider toute seule de développer la cybersécurité de l'organisation parce que les dirigeants, s'ils adhèrent pas, ça va être difficile d'avancer. Je vois que Laini lève son petit doigt, j'ai aussi le temps qui file, comme je vous disais. Donc, les organisations aussi doivent être capables d'éventouiller et surveiller leurs actifs, là, c'est-à-dire que ce soit les actifs financiers, les actifs qui concernent les outils, vos serveurs, vos postes de travail. Il faut être capable de faire ça aussi. Et puis aussi... Juste un point. En 5 secondes, il y a 2 choses qu'il faut pour ne pas inquiéter les chefs d'entreprise. Le sujet, il est vaste. Et quand on commence à s'y intéresser, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à sécuriser. C'est pour ça qu'il faut prioriser. Il faut que l'entrepreneur ou les entreprises sachent quels sont les actifs essentiels.
quels sont les éléments, quand je dis actifs essentiels, aussi bien en termes d'infrastructure qu'en termes de gouvernance, de stratégie. Il est important vraiment de commencer par prioriser et de regarder les actifs essentiels. Et après, en fonction, sur un plan beaucoup plus long, on va sécuriser au fil de l'eau. Merci beaucoup, Oui, Luc Laini. pour vous parler... Attends, j'ai un point sur Laini. nos jeunes, un point important, parce qu'on est là dans l'entrepreneuriat et je dois faire passer quand même ce message. Les jeunes, il faut qu'ils trouvent de l'emploi. Et il faut savoir que la cybersécurité, c'est un secteur qui recrute donc énormément. Et bien souvent, on ne trouve pas de ressources. Moi, j'ai été confrontée où j'avais des projets, on ne trouve pas de compétences. La croissance est à 2 chiffres. Donc, les jeunes, un message pour vous, jeunes garçons et jeunes filles ou plus vieux, la cybersécurité, c'est un secteur qui recrute. Ce n'est pas compliqué d'y accéder. C'est vrai qu'il y a le développement, il y a les applications, il y a les smartphones qui est un secteur, mais c'est un secteur en croissance à 2 chiffres. Donc, n'hésitez pas à vous former. Il y a énormément de besoins et c'est pour les filles et les garçons. La cybersécurité n'a pas de sexe. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge. Allez-y. Si vous voulez des conseils, je suis disponible. Oui, vous Merci pouvez beaucoup, aussi Laini. Merci tout le monde. Désolé, utiliser les le gars. MOOC. On me pousse dans le dos. Est-ce que Oui, tu juste veux le faire une info, juste une dans petite 30 info. secondes, Java? Juste une petite info, il y a le MOOC de l'ANSSI et le MOOC de la CNIL qui existent. Ce sont des plateformes de sensibilisation justement au sujet de cybersécurité et de protection de données. L'accès est gratuit, donc vous pouvez y accéder pour vous sensibiliser, vous former petit à petit à ces sujets. Et pour les dirigeants, BPI France a sorti cette semaine, en collaboration avec Cybermalveillance, un guide pour les TPE et les PME. Et il y a 2-3 ans, ils avaient sorti aussi un guide, pareil pour les TPE et les PME, sur le RGPD. Donc, il y a des ressources gratuites qui existent, qui peuvent être utilisées en termes de sensibilisation et d'implémentation de mesures techniques organisationnelles. Juste 5 secondes par rapport à ce que la collègue vient de dire. Elle a raison. Allez-y. Parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot en cybersécurité. Je répète exactement la même chose qu'elle parce qu'on a ces problématiques. On n'arrive pas à trouver des ressources. Donc, allez-y, c'est un secteur qui est porteur, il y a du boulot, donc allez-y, formez-vous. Voilà, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge en plus. Tout à fait, je suis d'accord pour ce plaidoyer. Je termine pour vous remercier chacun à vous d'avoir pris le temps, d'avoir donné de votre temps et vous partager aussi votre expertise dans ce domaine-là. Vous parlez de carrière, c'est juste un sujet là qui peut prendre des heures. Donc, j'espère que les organisateurs trouveront d'autres opportunités pour nous rassembler encore autour de d'autres thèmes, d'autres enjeux en cybersécurité. Et je remercie à tous d'avoir participé à notre sujet, à notre thème d'aujourd'hui. Merci à tous, avec plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.